Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Environnement. Voici pour vous le sommaire. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Institut des sciences de l'environnement du Sénégal revisent ensemble les voies de financement viables des projets énergétiques. C'était lors d'une conférence organisée par les deux institutions au cours de la semaine dernière. Le Maroc va construire 3 nouvelles centrales thermiques à gaz naturel sur son territoire. Les infrastructures auront pour but de combler le déficit énergétique face à l'augmentation croissante de la demande en électricité. Nous irons au début de ce journal dans la région des Savanes au nord du Togo pour parler de la sécheresse et découvrir ensemble les stratégies et mesures prises par les éleveurs de la région pour faire face à la situation. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Place au développement. Les éleveurs de la région des Savanes au nord du Togo font actuellement face à une sécheresse inhabituelle. Pour y remédier, ils décident de mettre en place des mesures et méthodes d'adaptation. Quelles sont ces mesures et méthodes? Élément de réponse avec Léonce Sago. Les éleveurs des savanes prennent de nouvelles mesures pour faire face à la sécheresse. Les légères pluies qui arrivent au centre-nord de Dapaon représentent pour eux un oups de soulagement car elles annoncent la saison pluvieuse tant attendue qui ne va plus tarder à mouiller le sol poussiéreux de cette région. Mais l'un des bergers anticipe sur la situation car la sécheresse perdure comme les années antérieures. Il explique que lorsque les troupeaux de bœufs s'exposent à la chaleur et à la sécheresse, il faut leur procurer autant de pâturage que d'eau. D'autres éleveurs comme lui dans les savanes, lieu emblématique de l'élevage au Togo, s'adaptent au changement climatique avec toutes les difficultés. Les précipitations sont rares tandis que la sécheresse et la désertification gagnent du terrain. Ce criard phénomène agit sur la disponibilité des verts pâturages favorables au bétail. Pour les éleveurs de petite taille, semer l'herbe sous forme de pâturage, c'est répondre aux besoins des animaux domestiques. Mais le défi semble plus énorme quand il s'agit des bœufs. Un vendeur au marché de bétail de Saint-Cassé révèle que certaines variétés de plantes fourragères, comme le céil cédras, les manguiers et les arbres fruitiers, peuvent supporter des conditions sévères et pousser sur des sols peu fertiles, tout en réduisant l'impact environnemental de l'élevage. Les espaces verts étant de plus en plus difficiles à trouver pour paître les animaux dans la grande agglomération de Saint-Cassé, les éleveurs se sont donc associés à ceux du Ghana qui leur fournissent du fourrage sous forme de compléments alimentaires en bloc alléché. Ils les mélangent avec les feuilles sèches, les tiges d'arachide et du mil pour engraisser le bétail. Dans la ville de Dapaon, ces éleveurs collaborent avec les jardiniers qui offrent l'opportunité de s'abreuver à la mare d'eau du barrage. Ils peuvent également s'alimenter du reste des jardins de carottes, de piments et de tomates. Cette situation permet d'assurer un élevage pacifié avec les jardiniers dans un contexte de chaleur. Les éleveurs ont ainsi su contourner les aléas naturels pour continuer l'exercice de leur passion en attendant les premières pluies et de nouvelles herbes. Le riz de Kovié, un emblème agricole de la région maritime togolaise, a reçu le label d'indication géographique protégée délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Cette distinction marque une étape décisive dans la reconnaissance des produits made in Togo, comme nous l'explique Honoré Kata. Le riz de Kovié, cultivé dans la région de Kovié au Togo, a récemment été officiellement reconnu par une indication géographique protégée, un premier pour le pays. Cette distinction, obtenue par l'Association pour la promotion et la protection de l'indication géographique du riz de Kovié, met en valeur les spécificités uniques de ce produit et les savoir-faire traditionnels des producteurs locaux. Délivrée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, cette certification offre désormais une protection juridique contre les contrefaçons et garantit aux consommateurs l'authenticité du riz de Kovié. Cette labellisation représente bien plus qu'une simple reconnaissance symbolique. Elle s'inscrit dans une dynamique de développement du secteur agricole togolais, en particulier la filière rizicole. En offrant une traçabilité complète du produit, l'IGP favorise la valorisation de la production locale, tout en contribuant à renforcer l'économie rurale. Selon Joseph Kokou Adokanou, président de l'Association pour la promotion et la protection de l'indication géographique du riz de Kovié, cette distinction constitue une véritable opportunité pour les producteurs qui devraient désormais bénéficier de meilleures perspectives de revenus,
tout en améliorant la visibilité du riz de Corvier sur le marché national et international. Dans un contexte où le Togo cherche à moderniser son secteur agricole, cette reconnaissance du riz de Corvier rejoint les initiatives récentes visant à soutenir la filière. En octobre 2024, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a lancé le projet d'appui à la valorisation du riz togolais, PAVRIT, visant à promouvoir ce produit clé pour le pays. Ainsi, l'IGP du riz de Corvier s'inscrit dans une série de réformes destinées à stimuler l'agriculture togolaise, améliorer les conditions de vie des producteurs et renforcer l'économie nationale. Le programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques, à la préservation de la biodiversité et à l'agroécologie PALCC+, a organisé en fin de la semaine dernière un atelier de restitution des études sur la protection des aires protégées. Cet atelier a permis de partager avec les différents acteurs présents les résultats afin de renforcer la gestion durable de ces sites, tout en sensibilisant les communautés locales à la préservation de la faune et de la flore. Irène Papadina pour les détails. Les éleveurs des savanes prennent de nouvelles mesures pour faire face à la sécheresse. Les légères pluies qui arrivent au centre-nord de Dapaon représentent pour eux un oups de soulagement car elles annoncent la saison pluvieuse tant attendue qui ne va plus tarder à mouiller le sol poussiéreux de cette région. Mais l'un des bergers anticipe sur la situation car la sécheresse perdure comme les années antérieures. Il explique que lorsque les troupeaux de bœufs s'exposent à la chaleur et à la sécheresse, il faut leur procurer autant de pâturage que d'eau. D'autres éleveurs comme lui dans les savanes, lieu emblématique de l'élevage au Togo, s'adaptent au changement climatique avec toutes les difficultés. Les précipitations sont rares tandis que la sécheresse et la désertification gagnent du terrain. Ce criard phénomène agit sur la disponibilité des verts pâturages favorables au bétail. Pour les éleveurs de petite taille, semer l'herbe sous forme de pâturage, c'est répondre aux besoins des animaux domestiques. Mais le défi semble plus énorme quand il s'agit des bœufs. Un vendeur au marché de bétail de Saint-Cassé révèle que certaines variétés de plantes fourragères, comme le céil cédras, les manguiers et les arbres fruitiers, peuvent supporter des conditions sévères et pousser sur des sols peu fertiles, tout en réduisant l'impact environnemental de l'élevage. Les espaces verts étant de plus en plus difficiles à trouver pour paître les animaux dans la grande agglomération de Saint-Cassé, les éleveurs se sont donc associés à ceux du Ghana qui leur fournissent du fourrage sous forme de compléments alimentaires en blocs alléchés. Ils les mélangent avec les feuilles sèches, les tiges d'arachide et du mil pour engraisser le bétail. Dans la ville de Dapaon, ces éleveurs collaborent avec les jardiniers qui offrent l'opportunité de s'abreuver à la mare d'eau du barrage. Ils peuvent également s'alimenter du reste des jardins de carottes, de piments et de tomates. Cette situation permet d'assurer un élevage pacifié avec les jardiniers dans un contexte de chaleur. Les éleveurs ont ainsi su contourner les aléas naturels pour continuer l'exercice de leur passion en attendant les premières pluies et de nouvelles herbes. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Institut des sciences de l'environnement du Sénégal ont récemment organisé une conférence sur les réformes de financement climatique au pays de la Teranga. L'objectif de cette conférence était de permettre un financement des projets viables en énergie sans compromettre l'avenir économique des pays les plus vulnérables. Retrouvons Irène Papadina. Alors que la transition énergétique s'impose comme un enjeu mondial, les pays en développement comme le Sénégal subissent de plein fouet une injustice climatique criante. Bien qu'ils soient les moins responsables du réchauffement planétaire, ils endurent les conséquences les plus dramatiques. Lors d'une conférence organisée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l'Institut des sciences de l'environnement, Mariam Diop, responsable des programmes d'Oxfam au Sénégal, a insisté sur l'urgence de repenser le financement de cette transition afin que cette dernière soit équitable, inclusive et adaptée aux besoins réels des communautés concernées. Elle appelle à une collaboration renforcée entre les secteurs publics et privés, ainsi que la société civile, afin de porter un plaidoyer solide, étayé par des données concrètes, pour reformer l'architecture financière mondiale. Les propositions avancées ne se limitent pas à un simple cadre théorique. Elles offrent une feuille de route pour un avenir énergétique plus vert et plus durable. Parmi les priorités, la sensibilisation du secteur privé local aux opportunités d'investissement vert et l'accompagnement de sa mutation
apparaissent comme des leviers essentiels. L'avenir du Sénégal et de bien d'autres pays en développement repose sur une transition équilibrée où aucun acteur n'est laissé de côté. En définitive, la lutte contre le changement climatique ne sera efficace que si elle s'appuie sur des principes de solidarité et d'équité. Le temps est venu d'agir pour une transition énergétique qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Au Maroc, l'augmentation croissante de la demande en électricité a amené l'Office national de l'électricité et de l'eau potable à lancer un vaste projet de construction de 3 centrales thermiques à gaz naturel. Ces infrastructures auront une capacité totale comprise entre 300 et 450 MW. D'après les prévisions, la réalisation de cette infrastructure devrait être achevée au terme de l'année 2026. Rafi Toumberkou nous en parle davantage dans cet élément. Confronté à une demande croissante d'électricité, le Maroc ambitionne de mettre en place de nouvelles stratégies visant à améliorer son secteur énergétique. Pour ce faire, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a initié un projet de construction de 3 centrales thermiques au gaz naturel dans le pays. Avec une capacité totale comprise entre 300 et 450 MW, ces centrales seront installées respectivement dans les villes de Mohamedia, Kenitra et Ain Beni Matar. Chaque centrale sera équipée de moteurs à combustion interne alimentés en gaz naturel sous forme liquéfiée. La puissance de chaque site sera répartie sur plusieurs modules redondants, garantissant ainsi une grande fiabilité d'exploitation, même en cas de conditions climatiques difficiles. Le projet permettra de concevoir, fournir et construire des installations à la fois performantes et respectueuses de l'environnement. Il vient renforcer un parc de production déjà en pleine mutation, marqué par l'essor des énergies renouvelables. Selon l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ce projet traduit une volonté claire, celle d'assurer la sécurité énergétique du pays, tout en s'engageant résolument dans une trajectoire de transition vers un modèle bas carbone. Il offrira un équilibre ambitieux entre performance technologique, exigences environnementales et souveraineté énergétique, a-t-il notifié. Les travaux de réalisation de ces infrastructures seront attribués à des entreprises de renommée mondiale spécialisées dans la fabrication de moteurs à combustion interne et seront finalisées d'ici 2026. Le navire Plastic Odyssey a officiellement lancé le 7 avril dernier une nouvelle mission régionale contre la pollution plastique dans l'océan Indien. Cette nouvelle mission mobilise des scientifiques, des acteurs locaux et des citoyens afin de sensibiliser, documenter et promouvoir des solutions concrètes contre la pollution plastique dans les espaces marins. Rafi Toumberkou nous parle davantage de cette nouvelle expédition dans ce commentaire. Le navire Plastic Odyssey a entamé une tournée régionale de grande ampleur dans l'océan Indien. À son bord, une vingtaine de scientifiques des 5 États membres de la Commission de l'océan Indien. Objectif, cartographier la pollution plastique côtière et en haute mer, identifier les principaux facteurs de pollution plastique autour des îles, analyser les pathogènes véhiculés par les plastiques et leurs risques pour la santé humaine et la biodiversité. Pendant 4 mois, le navire Plastic Odyssey et la Commission de l'océan Indien entreprendront une campagne océanographique et citoyenne pour un océan Indien sans plastique. Le navire fera escale dans plusieurs ports des États membres de la Commission de l'océan Indien, notamment dans le port de la Réunion de France, le port Louis de Maurice, le Victoria aux Seychelles, la Grande Comore et Anjouan, Comore et Tamatave du Madagascar. L'initiative est proposée et organisée par la Commission de l'océan Indien à travers son projet Expédition Plastique Océan Indien, Exploit, soutenu par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial en collaboration avec Plastic Odyssey et avec l'appui de la Mauritius Commercial Bank. Au terme de cette mission, le navire continuera son tour du monde en direction de l'Afrique de l'Est, puis de retour en Afrique de l'Ouest,
pour finalement rentrer en France en mars 2026. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment. Rendre vos enfants clean, chic et élégants, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03 plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance.